Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI à la une de ce 20h. Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert aujourd'hui en France pour 2 jours. Le président Alassane Ouattara et ses pairs ainsi que d'autres membres de la francophonie y prennent part. Le président Emmanuel Macron a présidé les travaux d'ouverture autour du thème « Créer, innover et entreprendre » en français. Les retraités de Côte d'Ivoire rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour la prise en compte de leurs préoccupations. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ils ont salué les réformes mises en place, notamment l'instauration de la prime spéciale de retraite pour améliorer leurs conditions de vie. Le projet Suède, projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, marche très bien en Côte d'Ivoire. La deuxième phase est lancée. Le programme d'autonomisation pour les jeunes filles porte ses fruits. Nous irons à Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra, pour nous en rendre compte. Le bilan du naufrage d'un bateau dans l'est de la République démocratique du Congo est passé à 78 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'embarcation surchargée transportait environ 278 personnes. Les équipes de secours s'activent pour retrouver des survivants. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence par la France où s'est ouvert aujourd'hui le 19e sommet de la francophonie pour 2 jours. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs ainsi que d'autres membres de la francophonie y prennent part. Ce sommet est une première depuis 33 ans dans le pays qui abrite le siège de l'OIF, à savoir la France. Créer, innover et entreprendre en français est le thème de ce sommet de 2 jours présidé par le président Emmanuel Macron. Les membres de la francophonie vont échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et la situation sécuritaire dans certains pays. Et la Voix de la Côte d'Ivoire porte et compte à ce 19e sommet de la francophonie en France. La ministre ivoirienne de la Culture et de la francophonie, Françoise Remac, a été désignée vice-présidente de la conférence ministérielle de la francophonie pour un mandat de 2 ans. La Côte d'Ivoire va jouer sa partition dans cette grande famille de la francophonie. Cette organisation est de pays ayant la langue française en partage. La ministre Françoise Remac a été désignée par ses pairs à la veille de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Et ici en Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, les retraités ne manquent pas d'exprimer leur joie en raison de la prise en compte de leurs préoccupations. En présence donc du Premier ministre Robert Begré-Mambé, vous allez le voir, ils ont rendu hommage au président de la République pour les réformes mises en place, notamment l'instauration de la prime spéciale de retraite pour améliorer leurs conditions de vie. Léon Brou. S'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Annoncé le 6 août, la prime annuelle spéciale de retraite effective depuis le 1er septembre 2024. Les 2 fédérations des 28 associations de retraités, donc reconnaissantes au chef de l'État. Ce geste symbolique et concret témoigne de l'attention que le président accorde à ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce pays. Nous avons là une preuve supplémentaire que nous ne nous sommes pas trompés de lui avoir dit oui hier. Encore des aspirations, notamment la pension entière comme prime spéciale, mais les retraités formulent le vœu d'exprimer de vive voix leur gratitude au chef de l'État. Une démarche saluée par la tutelle qui les investit de la mission d'ambassadeur de la protection sociale, eu égard aux réformes impulsées par le président Alassane Ouattara pour améliorer les conditions de vie des seniors. Les réformes entreprises par notre président vont bien au-delà de l'octroi d'une prime ou de l'instauration de nouveaux instruments. Nous assistons à une véritable réforme complète de notre système de protection sociale avec une approche inclusive et durable et surtout plus protectrice qui garantit que chaque citoyen puisse bénéficier d'une sécurité
financière. Quand le chef du gouvernement prend la parole, il entre en interaction directe avec les retraités. Question pour le Premier ministre de jauger l'impact réel de la prime spéciale de retraite en cette période de rentrée scolaire. Puis Begré Mambé renouvelle la solidarité du chef de l'État aux retraités. Nous sommes venus spécialement pour vous dire merci au nom du président Alassane Ouattara. Nous vous demandons de sa part d'être les témoins de sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, un pays de fraternité, un pays de solidarité, où ce qui compte, c'est la joie que nous pouvons procurer les uns aux autres. La prime spéciale de retraite est payée le 1er septembre de chaque année. En cas de décès du retraité, elle est versée à son conjoint, puis à leur enfant mineur, si le conjoint venait à son tour à décéder. Voilà, et dans ce pays de paix, de solidarité, la Côte d'Ivoire, donc, les jeunes filles sont prises en compte dans les programmes. Le projet Suède, projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel, marche bien dans notre pays. La deuxième phase est lancée. Le programme d'autonomisation pour les jeunes filles produit des résultats, notamment à Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra. Le filet social profite bien aux jeunes filles. C'est ce que nous expliquent Jean Magagui et Joël Gomez. À Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra. Voici une école où certains élèves, à l'heure du déjeuner, répètent les mêmes gestes. Se laver les mains à tour de rôle. Passage obligatoire pour accéder à cette salle, transformée en réfectoire. Pour cette année, ils sont 180 filles et 20 garçons inscrits de la 6e à la 3e qui bénéficient ici d'un appui alimentaire. Au menu ce jour-là, de l'attiéké et du poisson frit, le célèbre garba servi aux enfants. Merci, Tanti. Comme la jeune Pascaline en classe de 6e. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, la jeune fille quitte ses parents vivant dans un village aux alentours pour s'installer chez son oncle, ici à Daloa. Mais ce domicile se trouve à 7 km de l'école. Pour elle, les allées et venues sont difficiles à effectuer à la pause. Elle est alors sélectionnée pour cette cantine au sein de son établissement. On mange tout le temps, de lundi au vendredi. On mange riz, attiéké, pain et puis haricot, des fois spaghetti et pain. Ça m'arrange très bien parce que je vais manger, je ne veux pas aller ailleurs pour aller manger. Je suis obligée de rester ici et le soir, je m'en vais à la maison. Tous ces enfants font partie d'un vaste projet débuté en 2021 et qui cible les jeunes filles et femmes à risque. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, baptisé Suède. Ceux-ci font partie de la phase 2, lancée le 9 avril 2022 à Korogo, dans le nord du pays. Pour faire à manger aux élèves de cette école, des tantines, toutes des femmes de la communauté qui ainsi peuvent contribuer à l'éducation de ces enfants tout en ayant une activité génératrice de revenus. Nous disons sincèrement merci au président de la République et son gouvernement. Nous disons merci aussi à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Nous disons sincèrement merci à Suède qui fait à manger à nos enfants. Vraiment, nous sommes dans la joie parce que ça pouvait aller ailleurs. C'est une grâce. Comment vous allez les filles? Ces jeunes filles, tout comme la poignée de garçons, profitent ici d'une forme de filets sociaux qui consiste à les rendre moins vulnérables, mais aussi à soutenir les parents. Bien que toutes les filles de l'école auraient aimé participer à cette activité, nous avons pris des critères de vulnérabilité. D'abord, on peut prendre une petite, par exemple, qui est ici, en ville, sans ses parents. La plupart de nos élèves qui sont ici, il y en a qui viennent des campements. Et donc, les parents leur permettent de louer une maison ici. Et quelquefois, elles sont sans adultes avec elles. Donc, elles sont obligées de se débrouiller pour manger et tout ça. Donc, on regarde la distance par rapport à l'école. On regarde aussi le fait que ça peut être un enfant qui est orphelin. Ça peut être aussi un enfant dont les parents n'ont pas grand-chose à la maison. L'ambition du gouvernement ivoirien est de maintenir les jeunes filles à l'école, du moins jusqu'à l'obtention de leur BEPC, pour les rendre plus autonomes. 212 établissements retenus
sur toute l'étendue du territoire bénéficient du projet Suède. Pour cette seconde phase, ce sont 800 000 jeunes filles et femmes qui ont été encadrées. Le projet Suède porte, en dehors de l'appui alimentaire, sur d'autres projets en faveur de l'autonomisation de la femme. Ce sont entre autres la santé reproductive, maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle. Ce programme soutenu par la Banque mondiale couvre 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, il est mis en œuvre par une unité de coordination placée sous tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Voilà comment le projet Suède porte ses fruits en Côte d'Ivoire. C'était un commentaire de Jean-Marc Gagui. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, a inauguré 2 centres de groupage de produits agricoles à Tiébissou. Et c'est une réponse aux problèmes de collecte et d'acheminement et des récoltes agricoles vers des principaux marchés. Coût de toutes ces infrastructures, environ 1,1 milliard de francs CFA, c'est ce que nous rapporte Kader Sogotogo. 2 centres de groupage d'une superficie d'1 hectare chacun équipés de pompes bascules, des camions-bennes, des tricycles, du mobilier et du matériel de bureau pour ne citer que cela. Le tout représente un investissement de plus d'1,1 milliard de francs CFA. Ces infrastructures émises officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avec à ses côtés une délégation de la Banque africaine de développement, BAD, partenaire financier de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Désormais, la collecte et la distribution des productions agricoles sur les principaux marchés de la région du Bélier se feront aisément. Une joie pour le monde paysan. Grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a une vision claire pour le développement du monde agricole et le bien-être des acteurs des chaînes de valeur agricole, un programme a été initié en notre faveur. Le partenaire financier, la Banque africaine de développement BAD, mise également sur cette plateforme logistique pour un meilleur revenu aux producteurs en zone rurale. La Banque se réjouit des résultats du 2 PAI Bélier dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, visant à mobiliser l'investissement, y compris l'investissement privé, pour diminuer sensiblement les importations et accroître les exportations des produits où les pays africains ont un avantage compétitif. Chaque jour, un pas de plus sera fait pour le bien-être des agriculteurs. Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du président de la République Alassane Ouattara, en fait un sacerdoce. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soucieux d'améliorer sans cesse le bien-être de ses concitoyens, nous instruit de mettre en place des infrastructures de stockage et de conditionnement des légumes afin de les rendre disponibles sur de longues périodes. Cette cérémonie de Tiébissou s'est déroulée en présence de nombreux élus et cadres de la région du Bélier, au nombre desquels le ministre d'État, Jano Aoussou Kwadjo, conseiller spécial du président de la République. L'Afrique est riche en ressources humaines et naturelles. Et le continent, selon des experts, est en mesure de relever les défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire et l'énergie verte. Ce message retentit fortement au 13e sommet des affaires nordiques et africaines. Et la Côte d'Ivoire y prend part. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Oslo, en Norvège. Avec ses immenses richesses pétrolières et gazières, la Norvège a montré ses capacités à capitaliser au mieux les ressources générées par la production de ses hydrocarbures. À travers ce sommet des affaires nordiques et africaines ici à Oslo, le Royaume scandinave met à la disposition des pays africains intéressés son savoir-faire en matière de gestion des ressources pétrolières. Plus de 25 États sont donc venus s'inspirer du modèle norvégien, notamment en matière de gestion des flux financiers, des institutions de gouvernance, des négociations avec les compagnies pétrolières. Sur les premiers rangs, la Côte d'Ivoire.
Nous sommes venus à cette rencontre, à ce sommet, pour inviter la communauté des hommes d'affaires de la Norvège de venir profiter, capter toutes les opportunités, les potentialités que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui. Et nous attendons beaucoup de ce sommet en termes d'investissement. Un sommet pas seulement important pour le développement de l'industrie pétrolière, mais aussi pour la préservation de l'environnement et la mobilisation des dispositifs nouveaux. Un des éléments clés, c'était aussi de rentrer en contact avec tous les départements techniques, voilà, afin de voir après, pour les prochaines étapes, comment développer la collaboration pour nous appuyer dans l'organisation aussi en termes de notre administration, en vue de donc être plus performant dans le contrôle et le suivi de nos activités. Présent aussi à Oslo, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a rencontré plusieurs acteurs privés, mais également les autorités norvégiennes. C'est une rencontre qui a été fructueuse dans la mesure où nous avons pu apprécier de près comment ils se sont organisés, comment ils sont structurés, et ils sont disposés, dans le cadre d'un accord formel, à partager leur expérience avec nous. Particulièrement intéressés par les opportunités présentées par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, tous les acteurs ont assuré de prendre part au Salon international des ressources énergétiques et extractives, CIREX, prévu du 27 novembre au 2 décembre prochain à Abidjan. Voilà, et justement, on va revenir à Abidjan où le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a tenu la 6e édition de son prix d'excellence. L'objectif est clairement de promouvoir la bonne gouvernance et la performance des sociétés d'État. 91 structures forment ce tissu économique public et l'OIC, l'Office ivoirien des chargeurs, a raflé le super prix de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Léon Brou pour le reportage. L'OIC, l'Office ivoirien des chargeurs, Grand Prix d'excellence 2023 du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. L'Office ivoirien des chargeurs n'a fait qu'accomplir la mission qui lui a été assignée par le gouvernement, c'est-à-dire résoudre les problèmes de fluidité portuaire, maritime, aéroportuaire et ferroviaire. La SODEMI, prix sectoriel de la meilleure entreprise non commerciale. Dans la catégorie opposée, le port autonome d'Abidjan s'adjuge le prix de la performance économique et financière 2023. Cette même année, la tutelle chiffre à 859 milliards le résultat net des 91 structures d'État. Le ministère du Patrimoine a initié de la réforme du cadre juridique du portefeuille de l'État, l'amélioration du pilotage de la performance, l'optimisation du fonctionnement des organes d'administration et de gestion des entreprises publiques, ainsi que le renforcement du dispositif de contrôle. Le prix d'excellence de la gouvernance et de la performance est le symbole d'un engagement collectif en faveur de la bonne gouvernance et de la rentabilité de nos entreprises publiques. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance, donc soutenu par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Les sociétés publiques, de façon générale, jouent un rôle essentiel dans le développement économique de notre pays. Que ces sociétés intègrent les valeurs de l'intégrité, les valeurs de la bonne gouvernance et également mettre en place des dispositifs de gestion des risques, des dispositifs anticorruption. Le portefeuille de l'État, ce sont 87 sociétés et 4 agences publiques d'exécution pour un capital social de 740 milliards et un chiffre d'affaires d'environ 8 000 milliards de francs CFA en 2023. Alors on parle aussi d'excellence au niveau des agences immobilières. La double cérémonie de célébration des 60 ans de la Chambre du droit, des affaires et de l'immobilier, ainsi que la première édition des agences immobilières agréées vient de se dérouler à Abidjan. Au menu de ce rendez-vous, des acteurs de l'immobilier, des expositions et des panels pour aborder les questions liées aux défis et aux opportunités des agences immobilières en Côte d'Ivoire. Dangui Soro Abou pour le reportage. Expertes notamment en vente de biens immobiliers, les agences immobilières agréées de Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur volonté de rétablir la confiance dans leur écosystème. C'était ce jeudi à la double cérémonie de célébration des 60 ans de la Chambre du droit des affaires
et de l'immobilier, CDAIM, et de la première édition des agences immobilières agréées. Occasion pour la présidente de la CDAIM de lever un coin du voile sur quelques réalisations de sa structure. En 60 ans, la CDAIM a contribué entre autres à l'harmonisation des actes administratifs et des documents professionnels, à la rédaction d'un code de déontologie, à la reconnaissance de nos agences au niveau national, à la rédaction de projets de décrets sur nos honoraires, à la mise en place d'une disposition sur les garanties des loyers impayés avec notre partenaire Sarah Assurance. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a encouragé les agences immobilières à être des professionnels et surtout à s'organiser comme les autres corps de métier, notamment les ingénieurs et les urbanistes. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment un marché qui fasse preuve de plus de transparence, qui fasse preuve de plus d'éthique et de déontologie, qui soit plus dynamique, bien entendu, donc qui aille au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, et un marché sur lequel toutes les parties sont plus en sécurité, aussi bien les bailleurs que les locataires. Et nous comptons sur vous, Madame la Présidente, pour créer cet environnement. La double cérémonie de célébration des 60 ans de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier et de la première édition des agences immobilières agréées, ce sont surtout des expositions pour donner de la visibilité aux acteurs du secteur et aussi des panels d'experts pour réfléchir sur les défis et les opportunités des agents immobiliers. Il est temps de proposer une stratégie de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectifs et solder le mécanisme de financement pour améliorer les services d'assainissement. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité veut relever ces défis. Il vient donc de tenir une rencontre avec les différentes parties prenantes intervenant dans l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement non collectif. On en sait plus avec nos reporters Grace Kando, Cissé Ibrahim. 80% de la population n'est pas raccordée au réseau d'égouts de la ville d'Abidjan. Pour une meilleure gestion de ce type d'assainissement, vidangeurs, entreprises de fosses septiques et autres parties prenantes se sont retrouvés pour plancher sur la stratégie de mise en conformité des installations et le financement pour l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement non collectif. L'activité qu'on mène, c'est déjà vider des fosses septiques qui sont dans les ménages. Et quand on collecte, il faut aller vider quelque part. Donc déjà, nous, ça nous arrange parce que si on n'a pas de coin où aller dépoter, on va prendre les raccourcis pour vidanger un peu partout dans la ville. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Le secteur a été négligé pendant un bon moment. Et donc, pour une bonne prise en main, il faut des mécanismes pour mieux prendre en charge l'assainissement non collectif. Une bonne gestion des eaux usées pour un cadre de vie sain. Le projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'accès aux services d'assainissement autonomes en milieu urbain. Le gouvernement a investi dans les stations de boues de vidange pour pouvoir recueillir ces boues issues de ces fosses-là. Et ces boues sont traitées et valorisées. D'où l'implication du secteur privé qui doit prendre sa part dans la gestion de cet assainissement non collectif pour nous permettre de valoriser les produits issus, n'est-ce pas, de cet assainissement. Le gouvernement est là pour soutenir ce secteur-là, pour faire, n'est-ce pas, la promotion de cet assainissement non collectif. La loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité a été promulguée en novembre 2023. Le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à se l'approprier en vue d'un environnement à assainir. C'est désormais une tradition après chaque édition du Hajj. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque font le bilan des performances opérationnelles et établissent le rapport de leurs différentes activités. Les structures ayant pris part à l'édition 2024 du Hajj se sont retrouvées dernièrement dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des recommandations ont été faites, nous rapportent Pagasoro Kone Demadongui et Issa Dambélé. 8 pèlerins rappelés à Dieu au cours du Hajj 2024 en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. C'est ce qui ressort de ce séminaire bilan des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. C'était dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité autour de la problématique engagement pour une organisation résiliente et performante du Hajj. Ce sujet vise davantage à mettre en évidence
les dysfonctionnements constatés afin de permettre une amélioration qualitative des prochaines éditions. Le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a, au nom du guide suprême de la communauté musulmane, salué les efforts consentis par l'ensemble des acteurs du Hajj, non sans exprimer la gratitude du COSIM au président de la République, Alassane Ouattara. Nos reconnaissances à son Excellence Al-Hajj Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a toujours été une bénédiction pour l'organisation du Hajj. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette rencontre doit permettre une meilleure articulation des actions des principaux acteurs dans la perspective de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Il ressort de cette rencontre que les pèlerins du contingent étatique et ceux des opérateurs privés qui ont été accueillis en terre sainte d'Arabie Saoudite ont réussi à accomplir avec quiétude tous les rites du Hajj, mais également les actes surérogatoires liés à ces voyages hautement spirituels. Voilà, on va s'intéresser à présent à la fête patronale des parachutistes, encore appelée Saint-Michel, qui vient d'être célébrée à Abidjan. Pour l'édition 2024, le premier bataillon de commando de parachutistes basé à l'ancien camp d'Akwedo a été choisi pour abriter les festivités et elles ont été marquées par des activités sportives, intercompagnies, de renforcement des liens armées-nation et des actions civilo-militaires, dont la collecte de 317 poches de sang pour le CNTS. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré, pour le reportage. Des hommes armés assimilés aux djihadistes font éruption dans une ruelle d'Abidjan. Une unité de forces armées ivoiriennes tente de les neutraliser. Face aux tirs nourris, la première tentative échoue. La seconde, appuyée par les blindés, sera la bonne. L'avantage du combat et la victoire seront du côté des forces régulières. Elles ont bien appliqué les instructions reçues. C'est un exercice exécuté par des soldats du 1er bataillon de commando parachutistes basé à l'ancien camp d'Akwedo. Les députés de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont positivement édifiés par la capacité de réaction de l'armée. Nous avons vu un exercice très important qui nous rassure parce que, en tant qu'élus, nous sommes tous dans nos zones confrontés ou à l'orpaillage ou aux problèmes d'insécurité. Et l'exercice que nous avons vu a traité ce problème de terrorisme. Nous avons vu l'efficacité de notre armée. Cet exercice fait partie des activités de l'édition 2024 de la fête patronale des parachutistes, la Saint-Michel. Nous avons débuté cette édition de la Saint-Michel par une semaine sportive intercompagnie du 23 au 27 septembre 2024 où les unités du bataillon se sont tutoyées dans plusieurs disciplines. Puis nous avons fait don de 317 poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. Pour le général de brigade, Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée des terres, cette commémoration s'inscrit parfaitement dans la vision du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Et vous exhortez à continuer de rester dans cette dynamique d'observation de la discipline, cette dynamique de l'entraînement, de l'instruction et du repos, comme on en a fait notre programme. Comme le dit le slogan du chef d'état-major général des armées, à la reconquête de notre fierté, nous devons être fiers d'appartenir à cette armée et fiers de servir son pays. La célébration de l'archange, vaillant combattant, chef de l'armée de Dieu, inspire ainsi les parachutistes. Ce moment est également mis à profit pour rendre un hommage à leurs disparus. Voilà, et plusieurs pays sont fiers de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom, a reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire. Le diplomate est venu témoigner la reconnaissance de son pays au gouvernement ivoirien pour son soutien suite au bombardement de la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum. C'était le 29 septembre dernier. Michel Digré. Les Émirats arabes unis ont dénoncé ce lundi 30 septembre le bombardement de la résidence de leur ambassadeur au Soudan. Les faits se sont déroulés la veille dimanche à Khartoum, où les combats s'intensifient depuis le déclenchement du conflit armé en avril 2023. La Côte d'Ivoire a condamné cette attaque et c'est à juste titre
que l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire a rencontré le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou Adom pour saluer la promptitude des autorités ivoiriennes. Vous connaissez les relations qu'il y a entre Cheikh Zayed, le président des Émirats, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il était donc bon que nous recevions le représentant de Cheikh Zayed à Abidjan pour lui dire combien la Côte d'Ivoire était indignée par ce qui s'est passé au Soudan et lui traduire toute notre solidarité et lui renouveler notre amitié et lui demander de transmettre à Cheikh Zayed de la part du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sa solidarité et toute sa détermination à œuvrer au développement de liens d'amitié et de coopération qui existent heureusement entre nos deux pays. Toute attaque contre une mission diplomatique est une violation des normes du droit international. Voilà, et la Côte d'Ivoire est aussi solidaire de la RD Congo. 78 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau dans l'est du pays. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'embarcation surchargée transportait environ 278 personnes et les secours s'activent pour retrouver des survivants. Notez que les accidents de bateaux sont devenus fréquents en RDC où le transport maritime est courant en raison de la qualité des routes, pour la plupart impraticables. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. À très bientôt.